Donc, la dernière activité, c'est un bloc qui s'appelle Table ronde. Le fonctionnement est le suivant. Le comité organisateur a identifié 5 questions de façon plus générale qui permet de faire des liens entre nos présentations de la journée, qui nous permettent de nous projeter aussi des fois dans le futur, dans des meilleures pratiques. Et à tour de rôle, donc, il y a 5 questions qui ont été préparées. Il y a les présentateurs d'aujourd'hui deviennent des panélistes de notre table ronde. Et il y a une personne qui a été identifiée là, pour débuter la première réponse à cette question-là. Par la suite, d'autres panélistes sont invités à ajouter, compléter, nuancer, aller plus loin dans la réponse. Et suite, après 2 interventions, on va regarder s'il n'y a pas des questions là, des participants. Donc, vous êtes invités à vous joindre à cette discussion-là. Donc, dès que la question est posée, vous pouvez vous-même aller poser des commentaires. Et Nadine va vous relayer là, après le début de l'échange avec nos panélistes. On va se donner 10 minutes par question, à moins qu'il y en ait une qui soit vraiment très enflammée, puis on juge qu'on doit poursuivre un peu la discussion. Et ça va nous mener là, dans 50 minutes, là, à près de 16 heures, où ce sera le mot de clôture de notre journée. On rappelle un peu, là, dans le fond, ça a été fait aussi sur le clavardage. On rappelle qu'on essaie de rester constructif. Je sais qu'il y a des dossiers à travers vous qui sont très sensibles, que vous y mettez tout votre cœur. Donc oui, il peut y avoir des fois des éléments plus émotifs, mais on espère qu'on va poursuivre l'échange là, sur un mode vraiment là, ouvert et respectueux. Alors, je demanderai à nos panélistes ou présentatrices peut-être d'ouvrir leur micro et caméra pour être avec nous. Et je vais lancer la première question là, dans quelques instants. Alors, on retrouve notre monde. Madame Richmond, bonjour. Madame Letron, Madame Sasseville, Madame Hopkins. Alors, est-ce qu'on a perdu quelques joueurs? Alors, il nous manque-tu des gens? Madame Baron, bonjour. Alors, mon caméra. Sonia, tu regardes un peu, il y a des questions un peu techniques actuellement. Oui, je m'en occupe. Ça marche. Donc, Madame Miranda, Martine Lévesque, Madame Lévesque, si vous voulez vous joindre à nous. Juste vous informer, Madame M. Godin. Dubuc, dans le fond, que je vais je vais compléter Mme Miranda, dans le fond, pour la table ronde. Parfait. Oui, c'est vrai. Il y a peut-être des gens qui avaient des. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, Madame Lévesque, si vous voulez venir avec nous là, pour qu'on soit tous ensemble. Pendant que vous vous branchez, pendant que Sonia vous aide, je vais lancer la première question. Alors, compte tenu des divers enjeux soulevés dans le cadre de cette journée, quelles sont les actions prioritaires à mettre en œuvre en matière de prévention et de sensibilisation pour améliorer la situation? Grande question. Et c'est Mme Sasseville qui a été élue pour briser la glace. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette? Quelle est votre piste de réponse? Bien, pas juste Mme Sasseville, Mme Barra aussi va répondre. C'est quand même une grosse question, quand même assez importante. Puis ça revient un peu à ce qu'on disait ce matin. Là, on dirait que j'ai comme le goût de vous redire ce que je vous ai dit. Pour moi, la prévention passe par une responsabilité populationnelle de différents acteurs. Je l'ai dit, c'est pas juste la responsabilité du réseau, c'est la responsabilité de tout un chacun de faire quelque chose. Pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir mieux comprendre une problématique, ben il faut en parler, il faut savoir c'est quoi la violence, il faut aussi donner des pistes de solutions, comment chacun peut faire une différence pour supporter les personnes qui en sont victimes. Et pour moi, ça, c'est un enjeu assez important, c'est qu'on doit collectivement mieux faire comprendre la situation de populations qui sont plus marginalisées, notamment aujourd'hui, c'est l'objet des personnes des ITSA, mais également des personnes en situation de handicap. Ça, c'est ma première partie de réponse. Si on est plus en lien avec la population des personnes des ITSA, ben mon deuxième élément serait d'assurer un continuum je veux dire, formation ou de programme qui s'adresse à ces gens-là et à leur environnement, toujours,
pour permettre de justement, Marie le disait tout à l'heure, ce qui est important, c'est vraiment de répéter dans le temps, dans l'espace, dans différents contextes, que ce soit naturel ou non naturel, faire en sorte que les gens, ces personnes-là, les DITSA, puissent acquérir des connaissances puis maintenir des connaissances et des compétences dans le temps. Je dirais que c'est les deux éléments le plus importants. Marie, j'oublie des choses, là. On dirait que je suis comme... Ben, si tu permets, j'irais vers... J'étais un peu intimidée de devoir commencer, je vais vous le dire humblement. Et on pourrait aller vers... en fait, on vous a dit qu'on avait fait dans le projet, la commande du ministère qu'on avait eue, il y avait la recension de la littérature, mais il y avait aussi un deuxième volet où on vous a interpellé dans vos services pour savoir qu'est-ce que vous utilisez comme outil, c'est quoi vos besoins. Puis, on a répertorié les besoins, puis on les a catégorisés. Puis regroupés puis catégorisés, ce qui nous a donné 4 grandes catégories de besoins exprimés par les CIS et les CIUS des régions du Québec, qui répondraient très bien à cette question-là aussi, puis qui va dans le sens de ce qu'on a présenté dans la littérature, là, en fait. On a sorti 4 grandes choses qui regroupaient en fonction des besoins puis qui, je pense, seraient des priorités, là. Les gens ont demandé, bien évidemment, les ajouts de ressources humaines et financières pour permettre l'intervention. Puis, parallèlement à ça aussi, la formation continue. Fait que dans les priorités, il y a ça. Il y a offrir de la formation, mais offrir aussi du personnel supplémentaire parce que je sais que présentement, votre réalité, notamment dans les CIS, les CIUS, puis certainement aussi dans les organismes communautaires, c'est que vous vivez aussi avec une pénurie de personnel. T'sais. Donc, l'ajout de personnes, l'ajout de financement, l'ajout de formation continue. Et puis, on ajoutait à ça aussi dans un autre plus macro un peu, la collaboration intersectorielle. On en a parlé ce matin, Nathalie et moi, qu'on se parle entre les directions des IDP-TSA, les intervenants, les gens du milieu communautaire. J'ajouterais l'université aussi. On ne se parle pas souvent. Puis, finalement, qu'il y ait quelque chose aussi par rapport au cadre puis aux politiques faites en la matière, qui est une poursuite dans les actions ministérielles, puis interministères aussi, parce que, tu sais, Nathalie puis moi, on s'amuse, on s'amuse, c'est une façon de parler, là, mais à réfléchir à combien de ministères sont interpellés par la question de la violence conjugale auprès des gens qui sont en situation de handicap. Puis on s'entend que c'est pas juste le ministère de la Santé puis des services sociaux, mais qu'il y a peut-être un pas là aussi qui serait important puis un pas comme ça macro pourrait redescendre puis avoir des impacts jusqu'aux intervenants du terrain, jusqu'aux personnes qui bénéficieraient de ça. Fait qu'il y a comme à la fois macro puis à la fois un peu plus méso, il y a des actions qui peuvent être faites puis qui ont vraiment un impact sur le plan individuel là, des personnes. Merci beaucoup, mesdames. Donc, en action prioritaire, en prévention, sensibilisation, Nadine, est-ce qu'il y a des gens qui ont posé des commentaires dans notre clavardage à ce sujet-là qui veulent contribuer à cet échange-là? Sinon, je vais demander peut-être à nos autres participantes s'ils ont des idées à la partager sur les actions prioritaires en prévention, sensibilisation. J'ai rien de mon côté. OK, alors on poursuit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le goût d'ajouter quelque chose? Les gens, Madame Lévesque. Oh, votre micro. Juste ouvrir votre micro. Oui, merci. Voilà. Oui, je voudrais vraiment souligner à quel point c'est positif là, que ce dont nous parlait en cours de présentation Mme Letron par rapport au développement de la formation, parce que je pense que c'est vraiment une clé importante dans l'environnement numérique. Par exemple, il y avait il y a une formation à la violence conjugale pour les professionnels ou les membres du réseau qui, à ma connaissance, jusqu'à tout récemment, n'avaient aucun contenu lié au handicap ou à peu près pas. Donc, ça va être vraiment important là, de poursuivre puis de travailler ensemble là-dessus. Puis ouais. Donc, et aussi à l'université, c'est ce que je pourrais dire, étant dans un programme de réadaptation, les professionnels de la réadaptation, évidemment, ont des contacts étroits avec les femmes en situation de handicap, puis on n'a aucune formation de base non plus, donc c'est appelé à se développer. Les ergothérapeutes n'ont pas
de contenu là, dans le curriculum. Donc, je voulais juste renforcer le point. Je pense qu'il se disait, j'ai manqué la première minute, je pense. Donc, puis on pourrait évidemment appliquer ça aux premiers répondants aussi. Il y a certainement des cours, des formations sur la violence conjugale pour les corps policiers. Ben, la dimension handicap doit être intégrée, renforcée, tout ça. Puis pour les femmes elles-mêmes, la dernière chose que je voulais mentionner, auquel je pensais tantôt, c'est dans l'intervention, si on veut si on veut faire de la prévention, de la sensibilisation, pour toutes celles qui ont de la difficulté, qui ont internalisé la violence, d'avoir l'occasion, l'espace de discuter, que ce soit des interventions de groupe ou même juste dans l'intervention rituelle, dans le cadre d'une relation de confiance, l'alliance thérapeutique, de pouvoir parler du capacitisme, comme le phénomène plus social. On est toujours dans l'individu, les capacités individuelles comme thérapeute, mais il y aurait lieu, tu sais, de pouvoir les aider, ne serait-ce que dans l'interaction, la discussion, à pouvoir reconnaître ces sources externes et sociales qui les oppriment pour pas qu'elles se blâment, puis qu'elles se tairent dans le silence, puis qu'elles se considèrent responsables de leur violence. Je voulais mentionner. Merci beaucoup. Si ça va, moi, je passerai peut-être à notre deuxième question. Juste pour compléter de la formation, vous l'avez évoqué, là, oui, il y a de la formation en ligne pour les professionnels du réseau de la santé et il y a une formation qui s'appelle intervention psychosociale en matière d'agression sexuelle et je l'ai dit un peu rapidement tantôt, il y a un module. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est peut-être un début. Il y a un module qui est l'intervention auprès des personnes présentant une déficience physique ou intellectuelle victimes d'agression sexuelle. C'est toujours bien ça. Il y a une graine qui est semée pour tous les professionnels du réseau de la santé là, au Québec. Je suis certain qu'il y a des initiatives aussi régionales. Ça, c'est une banque de formation provinciale, mais il y a quand même là, des choses qui bougent. Madame Godin, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce thème? Oui, exactement. Puis on en discutait en début de journée également. Tu sais, dans la sensibilisation, c'est aussi de mettre de l'avant que la violence, comme elle est vécue par les femmes en situation de handicap, ça peut être des gestes, des attitudes qui sont complètement différentes de ce que les femmes sans limitation peuvent vivre. Et si on fait des campagnes de sensibilisation, tout ça en mettant toujours le même type de violence vers l'avant, de plus en plus, on commence à considérer que la violence psychologique, tout ça, c'est génial. Mais si socialement, on se dit, bon, mais la violence conjugale, c'est telle chose, mais chez les femmes en situation de handicap, ça se présente complètement différent. Nous, dans notre projet, par exemple, on avait une femme qui, son conjoint, dès qu'il quittait le lendemain, il cachait la marchette, en fait, de la conjointe. Donc, c'est pas nécessaire. Ça serait pas un geste qui serait violent pour une femme qui n'aurait pas besoin de ça, mais elle, ça faisait en sorte qu'elle était emprisonnée dans son lit toute la journée. Et donc, c'est de mettre de l'avant aussi dans les campagnes de sensibilisation, de dire la violence peut prendre différentes formes. Ça peut être ça, parce qu'on en parlait, si je ne me trompe pas, c'est Nathalie qui en parlait, que justement, les personnes ne reconnaissent pas les gestes comme étant violents, parce que quand on s'imagine la violence conjugale, on ne s'imagine pas ça nécessairement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Julie. C'est vraiment très, très exact. Puis même en tant qu'intervenant, pour pouvoir la dépister, faut être capable de la mettre en contexte. Par exemple, le fait de négliger les soins, c'est tous des gestes qui peuvent être anodins en tant que tels, mais qui fait la différence pour la femme en situation de handicap. Donc, je trouve que ce que tu apportes est vraiment une dimension très pertinente, là. Puis on a aussi de plus en plus, puis c'est vraiment génial, mais de plus en plus le discours, puis d'être attentif aussi aux proches aidants, puis à la fatigue de compassion des proches, tout ça. Mais parfois, cette fatigue-là, justement, peut venir... Ben nous, ce qu'on a vu, c'est que ça vient des fois, parfois, excuser des gestes qui sont violents. Donc oui, il y a la fatigue, oui, il y a l'épuisement du conjoint, de la conjointe, mais ça n'excuse pas les gestes qui sont violents, tu sais. Et nous, c'est ça. Ce qu'on voyait souvent, c'est que c'était dans la famille qui venait repositionner ça en disant oui, mais tu sais, il est fatigué, t'es exigeante, tout ça. Mais tu sais, malgré cette fatigue-là, ben ça n'excuse pas la violence. Merci, mesdames. Je vais nous amener vers une autre question qui va vous permettre de continuer. Nadine, je vois que ça commence à bouger là, sur les réseaux sociaux, on dirait, comme on pourrait dire. Mais je vais quand même lancer la deuxième question, puis on pourra peut-être là compléter. Alors, la deuxième question, on parle des acteurs impliqués. Alors, elle est un peu longue, là, je vais prendre mon souffle. Là. Quelle est la place appropriée des différents acteurs qui pourraient ou qui ont un rôle à jouer dans l'exercice de leurs fonctions respectives au regard de la responsabilité collective des personnes handicapées? Donc, on revient peut-être à
un autre angle, là, les différents niveaux d'acteurs, ce qu'ils jouent déjà ou ce qu'ils pourraient jouer, puis quelle est la place appropriée dans leurs responsabilités. Je pense qu'on devait demander à Mme Letron de briser la glace pour cette question-là. Tout à fait. Donc, c'est une large question qui aurait peut-être en fait nécessité un colloque entier. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que en ce qui concerne les femmes en situation de handicap victimes de violences conjugales, le réseau de la santé et des services sociaux, il peut jouer vraiment un rôle clé, que ce soit dans la détection, la prévention, le soutien de ces femmes et surtout les référer en fait vers des ressources spécialisées, notamment les maisons d'aide et d'hébergement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois le réseau de la santé et les services sociaux, c'est parfois le seul lien que ces femmes gardent avec l'extérieur. Il faut savoir qu'en cas de violence conjugale, les femmes sont très souvent isolées en fait et coupées de leur réseau, donc que ce soit le réseau familial, amical, professionnel, etc. On m'a donné notamment l'exemple donc dans mes entretiens et dans nos recherches d'une femme en situation de handicap qui vivait donc dans une situation d'extrême violence conjugale et qui n'avait plus le droit de rien faire, excepté d'aller chercher ses médicaments à la pharmacie. Et c'était donc sa seule sortie autorisée et le seul réseau auquel elle avait encore accès était donc le réseau de la santé. Concernant le milieu communautaire, donc j'en avais parlé un petit peu, mais c'est vrai que qui œuvre auprès des personnes en situation de handicap, donc pareil, la sensibilisation et la formation à la violence conjugale, ça pourrait également permettre de détecter et d'informer les femmes en situation de handicap victimes des ressources existantes. Et donc, on en a parlé, mais c'est sûr que les maisons d'aide et d'hébergement doivent continuer aussi à renforcer l'accessibilité de leurs services et également donc de se former aux besoins spécifiques des femmes et des enfants en situation de handicap pour justement adapter leur stratégie d'intervention. Et elles ont également besoin de connaître les ressources vers lesquelles se tourner lorsqu'elles hébergent des femmes et des enfants en situation de handicap et notamment lorsqu'elles ont besoin de soutien, donc que ce soit via des interprètes, des préposés aux bénéficiaires, etc. En fin de compte, on se rend compte que la protection et le soutien des femmes handicapées victimes de violences conjugales au Québec, elle exige une collaboration qui doit être étroite entre le réseau de la santé et des services sociaux, le milieu communautaire et les maisons d'aide et d'hébergement. Et une manière justement de structurer cette collaboration, ça peut être via l'entente de partenariat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre des panélistes qui veut compléter, ajouter? Ça me fait penser à la première présentation, là, Mme Sally Richmond avec le CIS. Là. Je pense que les gens du CIS ont quitté, mais si Mme Richmond veut témoigner un peu de ce partenariat-là, vous êtes invité peut-être à vous brancher, à venir participer avec nous. Oui, mais je pense que c'est ça, c'est qu'il faut vraiment une forte collaboration entre les différentes instances. Donc, comme Mme Letron vient de dire, c'est que le communautaire connaisse les ressources disponibles dans le public, que le public connaît bien le rôle du milieu communautaire. Mais je pense qu'aussi, c'est important au niveau des décideurs des bailleurs de fonds, qu'il faut vraiment que toute cette partie-là soit mieux construite. Comme je pense qu'on a entendu de l'autre groupe aussi, comment même si on a une ouverture de rendre plus accessible nos services, souvent, il y a des contraintes par rapport au délai, dans quelle période on doit dépenser certaines sommes d'argent et ça empêche une évolution, la meilleure évolution en fait. Donc, je pense que c'est là où je pense qu'il y a un plus grand travail à faire. Comment est-ce qu'on peut aller vers une société plus accessible, mais en ayant des programmes d'accompagnement et de financement qui sont réalistes et qui ne mettent pas une pression ridicule sur la gestionnaire de dépenser une grande somme d'argent très rapidement. OK. Merci beaucoup. Nadine, j'ai le goût d'aller vers les participants avant qu'on aille trop loin. S'il y a des choses qui s'insèrent bien, là, soit au niveau des pistes pour prévention, sensibilisation ou les acteurs impliqués, le rôle des acteurs impliqués, peux-tu nous amener quelques questions ou commentaires? Ton micro est fermé. Je vais ouvrir mon micro, ça va aller mieux. Oui, ça va aller mieux. C'est marqué, en fait, qu'une situation qui a été rencontrée à travers de son emploi, en fait, d'un invité. Une maman qui a subi de la violence par son fils de 20 ans, possiblement des ITSA, suite à avoir vécu et vu de la violence conjugale de son père. Est-ce qu'un accès aux services post-séparation pourrait répondre à cette situation en externe? On revient sur des choses un peu particulières.
Mais en même temps, c'est ça, c'est un vaste problématique. Donc, la victime, c'est la mère. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a des ressources pour cette personne? Madame Hopkins, voulez-vous réagir? Ben, en fait, j'essaie de relire pour être bien sûr de comprendre la situation. Parce que, comme vous dites, là, c'est la mère qui est victime de son fils suite à avoir vécu de la violence conjugale du père en fait, de son conjoint qui était le père de l'enfant. C'est bien ça Ouais, que je comprends? ouais, OK. c'est ça. Puis dans le fond, de voir comment un accès aux services post-séparation. Ben, c'est sûr que dans notre cas, nous, ben, en fait, la majorité des maisons d'hébergement, je pourrais laisser aussi Pauline répondre, offrent un service externe, donc si elle n'a pas besoin d'hébergement. De notre part aussi, on a décidé de quand même ouvrir le service juste pour le volet justement post-séparation parce qu'il manque un petit bout de service là, dans notre secteur. Mais sinon, toutes les maisons d'hébergement, dans le fond, ils offrent un service externe. Donc, la femme pourrait appeler et profiter de rencontres individuelles. Il y a un volet aussi mère-enfant. Donc, tu sais, ils pourraient aller plus loin là, dans l'accompagnement qu'elles peuvent faire pour cette femme-là. OK, Je ne sais pas merci. si ça Puis répond. moi, je fais le lien avec la sensibilisation qu'on disait, les programmes, cette personne-là, ce jeune-là, tu sais, en termes d'éducation, je pense qu'il y a une présentation qui l'a abordée. Donc, comment on aurait pu, avec lui, faire un programme de prévention pour que lui-même passe à travers ce qu'il a vécu, puis qu'il ne devienne plus un risque pour son milieu. Je ne sais pas si je fais un bon lien là, avec ce qui est dit, mais c'est sûr qu'en mode prévention, il y a quelque chose là, qui est immensément important dans ce qui vient d'être dit, là, si on peut travailler avec les personnes qui sont atteintes de troubles du spectre de l'autisme et puis faire des programmes avec eux aussi, là, l'éducation sexuelle, etc. Dans les acteurs, je reviens à Nadine, si tu as d'autres choses autour des acteurs, des fois on ne suit pas tout à fait nos échanges, là, mais si tu as des choses que tu penses qui s'insèrent bien au niveau de la deuxième question qui était le rôle des acteurs. Non, j'ai pas. En fait, les gens amènent beaucoup de commentaires très, très, très pertinents. Juste peut-être ramener qu'il y a des questions en lien avec la formation, en lien avec les agressions sexuelles. Là, les gens posent la question beaucoup depuis ce matin, à quel endroit on peut trouver ces types de formations-là, en fait. Là. C'est une question qui revient, puis je veux être sûre qu'elle soit répondue là, à la fin de la journée. Donc, en général, dans les régions qui sont les émetteurs de formation, je sais pour notre réseau, moi je l'ai évoqué, je pourrais mettre le lien, c'est une formation sur l'environnement numérique d'apprentissage, le FCP, je peux mettre le lien, mais de façon plus générale, je ne sais pas qui sont les émetteurs de formation dans notre réseau public ou communautaire. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent réagir. Je ne sais pas si Pauline, tu veux répondre ou je peux y aller? Oui. Oui. Ben, en fait, Comme tu veux, vas-y. OK. Ben, je voulais juste dire, dans le fond, que toutes les maisons d'hébergement, que ce soit principalement première étape, là, parce que j'ai travaillé aussi en première étape, c'est pour ça que je me permets, en fait, ils ont tout un volet. Ils sont tous financés pour offrir de la sensibilisation à travers le Québec, donc auprès de tous les acteurs, que ce soit réseau, ça peut être auprès de participants, ça peut être partout. Il y a une offre de service à travers le Québec, en fait, qui est pour ça. Et qui peut aussi, bon, il y a une offre peut-être des fois déjà toute montée, mais ce qui est merveilleux avec le communautaire, c'est la flexibilité. Donc, nous aussi, on s'adapte. Donc, s'il y a une clientèle ou un besoin particulier, ben nous, on va se pencher. Puis si, c'est exemple auprès d'une clientèle, je ne sais pas, justement des ITSA, ben à ce moment-là, on va essayer de s'affilier avec quelqu'un qui connaît ce bout-là parce que nous, on n'est pas des experts. Puis on va aller travailler ensemble, puis on va monter quelque chose. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à aller contacter n'importe quelle ressource de votre secteur, puis demander j'aimerais avoir un atelier de sensibilisation auprès de mes participants, auprès de mon équipe de travail, auprès de les citoyens. Il y a accès à ça en tout temps. Merci beaucoup. Tout à fait, Ariane. Et Stéphane, si jamais je peux ajouter aussi un petit quelque chose par rapport à ça. Le regroupement a aussi mis en place un programme de formation et de sensibilisation milieu de travail allié contre la violence conjugale qui vise en fait à sensibiliser et former les acteurs du milieu de travail à la violence conjugale et comment faire notamment pour protéger et soutenir leurs employés victimes de violences conjugales. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée vers la sensibilisation et la formation si jamais il y a des personnes qui le souhaitent. Merci de ce complément-là. Puis, il y avait aussi quelqu'un qui a parlé que dans le réseau de la santé,
les intervenants de DPJ sont souvent, je pense, une excellente source là, pour à l'interne du réseau. Ça va, Nadine, on poursuit. Moi, vu qu'on parle des acteurs, Oui. je ne sais pas si c'est correct de le ramener, mais ça a été dit à un moment donné. Il y a, je sais que je ne connais pas ce milieu-là, donc je vais peut-être me planter, mais les personnes qui vivent des situations, j'ai l'impression qu'on est aussi sensible dans la notion de patient partenaire dans notre réseau, mais c'est des personnes qui sont très lourdement, ils sont victimes, etc. Mais pensez-vous que ce sont des acteurs qui doivent jouer un rôle aussi? Donc, on doit-tu les écouter? Comment on doit les impliquer dans tout ce qu'on est en train de parler là, dans notre problématisation? Tantôt, on l'a évoqué pour évaluer eux-mêmes les besoins en termes d'accessibilité, mais je ne sais pas si c'est une question tricky, là, mais est-ce que c'est comme dans le reste du réseau, on peut-tu les voir un peu comme des patients partenaires dans certaines notions là, d'action ou comme acteurs privilégiés? Peut-être que je me plante en disant ça. Aidez-moi, quelqu'un. Je vais juste me permettre un début de réponse, puis peut-être les autres pourront compléter, mais la base même de l'intervention féministe vise l'empowerment, puis la reprise de pouvoir des victimes. Et pour avoir interrogé plusieurs femmes en situation de handicap, c'est une voie de guérison, aussi d'en parler. Donc, elles ont beaucoup à nous apporter. Ce sont les expertes de leur situation, quel que soit leur handicap. Alors, à mon avis, c'est la base même des approches, de l'approche qu'on préconise au Québec en violence conjugale. Mais là, en tout cas, moi, c'est ma réaction spontanée. Fait que donc, oui, la notion de patient partenaire s'applique tout à fait dans cette situation-là. Merci. Il y avait Mme Baron puis Mme Hopkins, puis après ça, je vais vous lancer peut-être sur une autre question, mais c'est moi qui vous ai lancé là-dessus, mais voulez-vous poursuivre? Mme Baron? Oui. Juste brièvement, parce que je pense, en tout cas, c'est sûr qu'on regarde les situations avec le filtre de nos expériences puis de nos expertises. Puis moi, votre question, je l'ai compris, M. Dubuc, dans le sens où je l'ai vu avec le filtre DI-TSA. Pas dans un filtre, par exemple, de handicap physique, mais dans un filtre où, par exemple, sur le plan cognitif, les gens peuvent avoir des difficultés. Puis, vous voyez, pour moi, là, qui a travaillé beaucoup avec les enfants puis les ados dans un autre contexte, là, totalement. Là, moi, je ne suis pas ici parce que je suis spécialiste de la violence conjugale. Mais le fait de faire parler les gens puis de les rendre actifs dans leur dossier va nous expliquer qu'est-ce qu'ils en comprennent de leur situation avec les mots qu'ils comprennent, eux, puis les mots qu'ils utilisent, puis en fait, ils nous donnent une clé d'intervention. Fait que pour moi, les faire parler puis les mettre à l'intérieur de ce processus-là, oui, ils donnent de l'autodétermination, mais ils nous donnent à nous, comme intervenants, un trousseau de clés. Là, il comprend ça comme ça, il utilise ces mots-là. Puis pour moi, ça nous donne une porte d'entrée. Là, Martine, tout à l'heure, on est partenaire par personne interposée. Martine, tout à l'heure, tu parlais d'alliance thérapeutique. Ben, cette alliance-là, ben, quand on a le bon vocabulaire, quand on a la porte d'entrée, ben, on est capable d'aller un peu plus loin dans l'intervention. Fait que, oui, moi, je suis d'accord. Puis aussi, en complément de ce que Nathalie a dit, là, de les intégrer là-dedans. Puis je le vois vraiment dans un œil pédagogique, en fait, là, d'accueil, mais aussi d'une clé d'intervention. Merci beaucoup. Oui, Mme Hopkins, Mme Lévesque, rapidement sur cette question, si on veut passer à une autre. C'est très intéressant. Je vais faire du pouce sur ce que Mme Sasseville a dit. Évidemment, l'approche féministe intersectionnelle veut en fait entendre les femmes et partir d'elles. Donc, on parle plus d'experts de vécu ou en tout cas dans notre jargon. Par contre, évidemment, tous les organismes communautaires, peut-être parenthèse, ont sur exemple leur conseil d'administration des membres, donc des personnes qui ont bénéficié des services, justement pour être sûr de jamais perdre de vue que les services, c'est pour elles puis ça part d'elles. On fait des évaluations de services justement aussi après les séjours pour voir, en cours de séjour aussi, pour voir comment on peut mieux répondre à leurs besoins. Quand nous, on a fait l'état de situation en 2018, on a pris le temps d'entendre tout le monde. Puis un peu comme j'ai donné comme exemple, j'entendais Annie qui me disait « Je ne change jamais ma place nulle part. » OK, ben ça, je ne peux pas changer les choses aujourd'hui, maintenant, mais à partir de maintenant, je le change. Puis c'est ça qu'on fait. Évidemment, c'est essentiel pour nous. Puis c'est là où ce que je disais l'angle mort, ben c'est sûr qu'il y a des femmes qu'on n'a pas entendues parce qu'elles n'avaient pas accès à nos services.
Puis c'est ce bout-là que, là, justement, quand on a fait venir une personne d'un regroupement dans la situation de handicap, disait, ben, moi, je vais aller le visiter, ton lieu, puis je vais te le dire. Ah, wow, oh my God, OK, ben là, il y a un bout, puis là, on parlait d'accessibilité versus le code du bâtiment, ce qu'il dit, puis la réalité, ce qu'il dit. Puis là, on fait, oh my God, OK, où on peut aller. Fait évidemment, ça fait partie de notre démarche. Puis moi, je garde toujours en tête, c'est ça, ce que les femmes puis les enfants vivent parce que c'est essentiel. Merci. Madame Lévesque. Votre micro, Madame Lévesque. Je vais faire rapide. C'était juste pour enchérir. Vous parliez du patient partenaire, de l'importance du soutien par les pairs peut vraiment revêtir une particulière importance avec les femmes qui ont un parcours migratoire puis qui ont des contextes socioculturels qui font en sorte que c'est vraiment d'accéder à un espace où ils se sentent en sécurité puis comprises par des femmes qui ont un parcours similaire qui peut faire en sorte qu'ils vont être capables de briser le silence. Juste de garder en tête le référencement, le milieu communautaire peut devenir vraiment une clé aussi pour les intervenants. Merci beaucoup. Alors, ça continue dans le clavardage. Il y a d'autres acteurs. On parle là, des spécialistes d'activité clinique dans les CIS et les CIUS qui peuvent être des belles ressources à l'interne. Donc, je laisse les gens prendre connaissance de ça. On change un petit peu de thème. On continue. Donc, la troisième question que je lancerai à mes panélistes, c'est la suivante. Quels sont les défis et les pistes de solutions à explorer afin de mieux adapter les interventions auprès des personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble de l'autisme? Et je pense que c'était Mme Miranda, donc ce serait peut-être Mme Hopkins qui pourrait briser la glace là, par rapport à cette question-là. Oui, merci. Bien évidemment, cette question-là parle de pistes de solutions, défis et enjeux. Je pense que toute la journée, il y a plusieurs ont été nommés. Je ne sais pas si je fais un recap, excusez-moi l'anglicisme, parce qu'en fait, on parlait de les défis ou les solutions. Ben oui, la solution, la prévention, sensibilisation, vous l'avez nommé. C'est un facteur essentiel d'avoir des acteurs impliqués, mais qui se parlent. Je pense que c'est ça. Nous, on travaille beaucoup avec des partenaires déjà établis. Et là, on est en train de découvrir un nouveau monde dont les acteurs du milieu, exemple TSA, déficience intellectuelle, physique, etc. Puis c'est ce qui s'en vient. Fait que le défi, c'est d'apprendre à se connaître. C'est tout un pan, c'est tout un réseau, c'est tout un que nous, on ne connaît pas. Nous, on a commencé justement à travailler avec des ergothérapeutes. On est en train de développer quelque chose. Et mutuellement, l'enjeu, c'est, puis ce on s'est dit dernièrement, c'est, mon Dieu, je n'avais pas réalisé tout ce que vous faisiez et vice-versa. Et là, ah, mais mon Dieu, c'est vrai que ça s'arrime. Bon, on était un peu plus refermé par manque de moyens, de dire, ben, on travaille dans l'urgence, en urgence. Là, on a eu des financements. Super, on peut s'ouvrir à plus. Mais c'est parce que comme je dis, la boîte de Pandore est là, ben, un d'autre des enjeux, ben, c'est le temps, les ressources et l'argent. Reste que toujours, c'est ça, je pense que Mme Baron l'a dit tantôt. Ça part aussi d'une volonté politique. Donc, ça, je n'embarquerai pas là-dedans, mais évidemment, ça fait du sens pour que les argents descendent parce que, nous, on a commencé, puis là, on va ouvrir, donc on va s'adapter à plein de choses. Puis là, je réalise que dans ma structure, dans mon organigramme, je suis comme, oh, OK, il va me manquer de temps finalement. Parce que ça va prendre beaucoup plus de temps qu'on avait commencé à prévoir parce que justement, tout s'ajoute. Mais en même temps, il y a des collaborations qui se créent, puis on dit, oh mon Dieu, ça va peut-être arrimer, puis permettre d'améliorer l'offre de services, etc. Donc, l'enjeu, je dis, bon, le temps, l'argent, les ressources humaines, la prévention, travailler ensemble, apprendre à se connaître, découvrir des nouveaux mécanismes de collaboration. Il y a toujours l'enjeu de la confidentialité qui, pour nous, est un enjeu. On était très refermés sur nous parce qu'il faut comprendre, on a des maisons d'hébergement bon, je vais parler des deuxièmes étapes, puis on a toujours ça en tête. Moi, j'ai une expertise en prévention de l'homicide conjugal. Bien, une des clés, c'est la confidentialité, on s'entend. Moi, l'objectif, c'est que quand j'ai une femme qui vient chez nous, je suis la dernière ressource en violence conjugale qu'elle va faire. C'est ça mon souhait. Mais pour ça, j'ai des femmes que ça fait 5 maisons d'hébergement en moins d'un an qu'elles font parce qu'elles sont retrouvées. Donc ça, il ne faut jamais minimiser l'enjeu de confidentialité et de sécurité. Fait qu'on essaie de mixer tout ça, puis c'est là où
veut pas, on est obligé d'aller dans un work in progress parce qu'il y a des affaires qu'on n'avait pas imaginées, ne serait-ce que les préposés aux bénéficiaires, de dire, oh, OK, ça va être des nouveaux. Ah, ça se peut que ça soit des nouveaux à chaque semaine. Oh mon Dieu, OK. Fait qu'on est en train d'arrimer tout ça. Il y a tous les délais pour l'accessibilité, on l'a déjà nommé, qui n'est pas évidemment, qui est pas évident pour personne. Fait que je lance avec plein de pistes, puis je souhaite entendre les autres pour prendre note là, des autres enjeux. Merci beaucoup. Donc, y a-t-il des présentatrices, des panélistes qui veulent attirer l'attention sur les défis, les pistes de solutions pour mieux adapter nos interventions? Ou Nadine, en parallèle, s'il y a des gens, je pense qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui a partagé un plus grand défi proactif. Si tu veux relayer peut-être là, ce commentaire-là, je pense qu'il est à propos. Sinon, dans les panélistes. Ben, sinon, je ne sais pas si Nadine, tu es là, mais je vais juste relayer. Il y a quelqu'un qui nous dit il est très important d'incorporer systématiquement la collecte de données désagrégées pour avoir une perspective plus claire des enjeux et d'établir une posture proactive et pas seulement réactive. Je ne sais pas si je comprends tout bien. Là. Je ne sais pas, Nadine, si toi, tu le comprenais mieux que moi, mais c'est une question d'avoir une lecture de la problématique plus pertinente, plus claire là, avec des informations. C'est un utilisateur inconnu. Je ne peux même pas lui demander de préciser. Je ne sais pas si on pourrait lui demander oui, de si venir vous vous reconnaissez, pour peut-être lever éclairer. la main. C'est ça, on pourrait ouvrir votre micro si vous vous reconnaissez. Désolé. Donc, moi, je pense que c'est des systèmes d'information qu'on peut avoir aussi dans nos organisations. J'imagine peut-être là, des statistiques d'intervention ou des données sur la problématique. On a eu beaucoup de pourcentages aussi aujourd'hui. Fait qu'on voit des fois que ce n'est pas évident juste de connaître l'ampleur là, de la situation comme telle. J'ai activé le micro de Mme Munoz. Ah, parfait. Super, merci Sonia. Donc, on vous écoute? Est-ce qu'il y a une participante qui a le droit de parole qui voudrait compléter? Juste ouvrir votre micro. Yolanda Munoz qui voulait compléter. Oui, parce que je n'avais pas la permission de participer. Bon, mon nom est Yolanda Munoz et je fais partie de l'équipe de Martine Lévesque. Et bon, je voulais seulement souligner le fait qu'il y a un problème systématique de manque de données désagrégées en termes de c'est quoi le type de population qui est servie ou qui n'arrive pas à être servie et pourquoi. Parce que ici, nous sommes en train de briser des barrières structurelles. Je ne pense pas, moi je suis une femme en situation de handicap. Et moi, comme je le vois, c'est que ce n'est pas le problème d'un certain groupe de la population défini, comme vous avez bien mentionné. C'est une question d'interroger les barrières structurelles. Pourquoi il y a un secteur de la population qui est desservi? Parce qu'ils ne sont pas comptés, parce qu'il est parfaitement acceptable bon, parce que c'est comme ça, c'est partout dans le monde. Je travaille au niveau international, ce n'est pas une question de ce que se passe seulement au Québec. Non? O sea, nous sommes à peine dans le chapitre d'être reconnus comme une partie de la race humaine, non? Comme une partie des femmes qui restent invisibilisées par précisément parce qu'on ne peut pas vraiment savoir combien de femmes ont été rejetées, par exemple, et pourquoi. Parce qu'elles ne pouvaient pas s'exprimer, parce qu'elles n'avaient pas accès à l'Internet, parce qu'il y a aussi le digital divide, non? Je ne sais pas comment dire ça en français, pardon. Mais il y a un ton de barrières structurelles qu'il faut adresser pour vraiment évaluer ce qu'il faut faire et être proactif au lieu de réactif. Nous avons un problème, on va le résoudre, parce que sinon, on va être épuisé. C'est épuisant. Tandis que si on travaille sur tous les préjugés, les problèmes de transport et tout ça, une chose à la fois, on peut vraiment
voir des changements concrets dans la vie des personnes handicapées. Et aussi, vous pouvez améliorer l'impact des maisons d'hébergement qui font un travail magnifique, mais parfois, ils n'arrivent pas à toute la population. Et vous pouvez amplifier l'impact de votre travail. Merci beaucoup, Mme Munoz. Merci beaucoup. Merci d'avoir précisé. Puis je pense que vous abordez aussi la question là, de. J'ai le goût de passer, là, si vous êtes d'accord, les panélistes, à la question 5. Je trouve que Mme Munoz ouvre la porte à des questions peut-être du domaine de la recherche parce qu'elle nous pousse un petit peu à aller chercher des nouvelles données, de repousser les connaissances, d'aller plus loin. Alors, je poserai la question tout de suite, puis on pourra poursuivre. Là. Donc, la question 5, c'est: y a-t-il un aspect de la problématique qui devrait faire l'objet d'une attention particulière du domaine de la recherche? Je pense que c'était Mme Godin qui était invitée à briser la glace pour cette question-là. Bien, je pense qu'on en a bien parlé tout au long de la journée. Donc, tu sais, oui, c'est de mettre de l'avant, puis de garder conscience aussi que justement, quand on crée nos projets, quand on va faire la recherche, il y a des angles morts. Tu sais, si justement on recrute uniquement dans les services, bien, les personnes, les femmes qui n'ont pas accès aux services ne seront pas également dans nos recherches. Donc, tu sais, c'est de mettre vraiment justement et c'est présent aussi dans la politique d'égalité femmes-hommes, toute la question de l'ADS+, donc de l'analyse différenciée selon les sexes dans une perspective intersectionnelle. Donc, tu sais, de considérer que oui, il y a des inégalités entre les hommes et les femmes, mais également, entre toutes les femmes, il y a des inégalités, mais également entre toutes les femmes en situation de handicap, il y a des inégalités, il y a des opportunités qui ne seront pas présentes pour certaines femmes. Et donc, de pouvoir donner la parole, de pouvoir rendre visible, en fait, ces vécus-là. C'est clair que c'est difficile d'adapter les services, justement, quand on n'a pas les données, quand on n'a pas nécessairement conscience, mais quand on n'a pas connaissance que ces problématiques-là n'existent pas. Et également, on l'a nommé un petit peu tout à l'heure dans le chat en courant d'après-midi, mais je pense que c'est pertinent de le nommer aussi, de rester critique dans les connaissances qu'on produit, de garder en tête justement notre position. Ben, si justement on s'intéresse à la question du handicap sans être nous-mêmes en situation de handicap, ça se peut qu'il y ait des choses qu'on passe à côté. Donc, tu sais, idéalement, inclure les personnes qui vivent directement les problématiques, puis ça, autant dans le handicap que dans tout type de recherche, là, inclure les personnes le plus possible dans les processus, que ce soit de monter un comité aviseur de la recherche, que ce soit d'aller chercher des partenaires un peu partout, de remobiliser les participantes à la fin quand c'est possible pour aller valider les données que l'on fait. Tu sais, je pense que c'est aussi utile de se le rappeler, justement, de considérer que oui, on a beau être chercheur, on a beau développer de super belles choses en tant que dans la recherche, ben, on ne sera peut-être jamais autant expert que la personne qui est experte de son propre vécu. Là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des panélistes qui veulent compléter, ajouter des choses sur cet aspect du domaine de la recherche? Madame Lévesque? Oui, je le mentionnais un petit peu plus tôt dans la journée, puis on a eu un petit débat sur la spécificité versus les généralités, puis c'est juste pour enchérir le fait qu'il faut continuer à produire des connaissances sur des contraintes et défis structurels spécifiques à certaines femmes pour vraiment pouvoir démanteler ces contraintes-là. Je vais juste donner un exemple rapide. Une femme qui nous raconte une femme malvoyante qui, à l'enquêteur au poste de police, se fait reprocher de ne pas avoir noté l'adresse de l'endroit où elle s'est fait agresser. Alors, puis comment elle a pu vivre ça, c'est ce genre de situation et en fait, c'est le vécu de la femme, mais face aux structures qui sont censées l'aider. En les connaissant, en allant creuser pour chaque profil, là, on va être en mesure de sensibiliser de manière ciblée, puis aider dans une optique de soutien là, à l'intervention. Les intentions sont pas négatives la plupart du temps, mais c'est juste de prendre conscience de défis vraiment spécifiques. Je pense qu'on est rendu là dans la recherche. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres réactions, commentaires? Je vais apporter mon petit grain de sel. Oui, Mme Sasseville. L'état des connaissances est aussi le reflet des valeurs de notre société et de l'attention qu'on accorde à certaines problématiques. À mon avis, la situation de la violence, elle a été quand même assez bien documentée chez les femmes en général, mais il reste que des groupes restent occultés de la littérature. Et là, on parle des personnes des ITSA. Ben, pour avoir fait une recension de la littérature, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand-chose sur la question de la violence. Je sais que ça génère différents enjeux méthodologiques qui fait que peut-être que c'est un peu moins vendeur au niveau de la recherche, mais il reste que si on veut produire des connaissances, ça revient à ce que je disais tantôt, il faut reconnaître que c'est des groupes vulnérables et qu'il faut socialement se responsabiliser à dire, ben, on les protège puis on pas protéger dans une perspective paternaliste, mais bien, il faut que socialement, on accorde de l'importance à cette problématique-là puis qu'on se documente mieux. Donc, il faut investir des ressources et des énergies. Là. Alors, c'est plus en ce sens-là, mon petit grain de sel. Là. Merci beaucoup. Nadine, j'essaie de surveiller le clavardage en même temps. Je ne sais pas, il se passe beaucoup de choses. Hein? Les gens s'échangent des questions, des solutions en parallèle. On a comme un deuxième. Non, mais c'est très relié avec notre journée. Il y a un beau réseautage, on va dire comme ça. Est-ce que tu aimerais souligner des choses? Ben, il n'y a pas rien de particulier. Comme je disais, en fait, je m'excuse, j'en ai parlé en même temps. C'est un beau réseautage qui est en train de se créer dans le chat. Là, puis il y a beaucoup d'entraide. Donc, les gens posent énormément de questions sur les nouveaux postes, tout ça. Donc, je pense que c'est très, très aidant pour tous là, cet après-midi et cette journée. Parfait, merci. Il y avait, je pense, Mme Munoz qui a relevé la main. C'est bien, moi, je ferai la même chose. Je profite que mon micro est disponible pour le prendre. Alors, Mme Munoz, si vous voulez ajouter quelque chose pas très long. Est-ce que vous êtes là, Mme Munoz, simplement? Non, oui, allez-y. Oui, je suis ici. Parce que je suis sur un iPad. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut utiliser la méthodologie de recherche-action participative pour faire en sorte que les résultats vont arriver aussi de retour. Ça vont retourner aux femmes en situation de handicap pour travailler et renforcer les travaux de plaidoyer devant les autorités pour faire en sorte que vraiment vous allez avoir les ressources financières pour adapter toutes les maisons d'hébergement et travailler sur tous les obstacles. C'est tout vite fait. Merci beaucoup. Donc, recherche participative, et ça boucle un peu la boucle. Mme Godin, vous disiez aussi, sans qu'elle soit participative, au moins dans le comité d'orientation de la recherche. Donc, on rejoint l'idée d'impliquer les personnes directement impliquées. Il nous reste une dernière question, puis je pense que c'est un beau mot de la fin, une belle question pour terminer. Il nous reste 10 minutes, on va rentrer dans notre temps. C'est celle-ci. Quels sont les éléments ayant une application concrète qu'un intervenant peut ressortir de ce colloque? Alors, si vous voulez préparer un élément, chacun des panélistes, quel serait le message que vous voulez lancer aux 200 ou 150 intervenants qui sont encore avec nous aujourd'hui? Je pense que c'est Mme Lévesque qui était appelée à briser cette glace. Oh mon Dieu. Ça dépend de l'intervenant, hein, de qui on parle, mais pour un conseil concret, en tout cas pour les professionnels, je dirais d'être vraiment à l'affût, celles qui travaillent avec des femmes avec des déficiences physiques, de savoir que chaque perte fonctionnelle peut être un point tournant dans une relation où il y a des tensions et être une source de violence, une perte dans les capacités, dans les occupations. Puis j'aimerais inviter ma collègue Sally, si elle voulait parler au plus du point de vue des intervenantes en maison d'hébergement, si elle avait quelque chose à rajouter de spécifique et concret. Oui, mais je pense en maison... Oui? Je pense en maison d'hébergement, on a beaucoup à apprendre, c'est ça, comme Mme Godin a parlé des réalités spécifiques des femmes en situation de handicap. Et aussi, on a beaucoup de se réseauter et de pouvoir s'appuyer sur notre réseau de milieu communautaire, le réseau public, de pouvoir travailler de façon concertée, de ne pas se sentir seul dans tout ça, parce que on peut travailler ensemble pour mieux faire dans nos réponses.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous donner quel serait le message de tout type d'intervenants, public, secteur public, communautaire, chercheurs, c'est tous des intervenants à leur façon. Qu'est-ce qu'on retient d'aujourd'hui? Madame Godin? Oui, si je peux me lancer, je pense, puis on en a discuté tout au long de considérer les femmes, au final, les femmes en situation de handicap dans leur globalité, de partir de leur récit, autant dans la recherche, dans l'intervention, de partir de leur réalité et de considérer, puis parfois avec l'organisation des services puis les missions spécifiques, c'est difficile, mais devant nous, on n'a pas seulement une femme qui vit un enjeu en lien avec le handicap, on a peut-être une femme aussi qui vit à la fois un enjeu en lien avec la violence, à la fois un enjeu en lien avec la pauvreté. Donc, ces femmes-là, on peut difficilement les charcuter, les couper dans des petites cases. Donc, dans le possible, là, de les considérer dans leur globalité, là. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent interagir? Nadine, y a-t-il des choses sur notre clavardage qui pourraient, donc des actions concrètes pour les intervenants? Je m'excuse, hein, j'arrête pas de... en fait, c'est sûr qu'on parle de sensibilisation, de formation pour les auteurs de violence. Donc, ça serait dans le fond, ça serait vraiment un axe à amener, puis à travailler, puis à investir, je pense, au niveau des sommes. Moins travailler en silo, plus ensemble, c'est quelque chose qui revient aussi dans le chat, là. Il faut aussi impliquer les femmes en situation de handicap dans la réadaptation. Puis, c'est pas mal. Je te dirais que ça ferait pas mal un petit résumé de ce que j'ai pu voir, là. Puis, on est prêt pour la suite, je crois. Merci beaucoup. Écoutez, s'il n'y a personne qui veut rajouter quoi que ce soit maintenant, on serait rendu à la fin de notre journée. Il y a un mot de la fin, restez là, quittez pas. Je veux juste remercier tous les présentatrices d'aujourd'hui qui ont été vraiment généreuses dans leur préparation, puis dans leur présentation, dans leur partage d'expériences et de données. Alors, je pense qu'au nom de tout le comité, là, je vous remercie beaucoup de votre implication dans cette activité. C'est grâce à vous, je pense que ça a été très riche là, dans les échanges aujourd'hui. Alors, merci encore. Alors, je vous inviterai à reprendre votre place de participant, de fermer peut-être vos caméras, puis on va mettre le focus sur le mot de clôture. On va inviter Madame Marilène Chaussé, qui est directrice à la direction des services sociaux généraux et des activités communautaires, à nous faire le mot de la fin. Si c'était possible, Madame Chaussé, la parole serait à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je poursuivrai un peu dans le même sens que M. Dubuc. Merci aux présentatrices et merci également à tous les participants et participantes. D'abord, je dirais que je vous remercie pour votre participation à ce premier colloque sur la violence conjugale qui traitait spécifiquement des personnes ayant une déficience. J'espère que la programmation vous a plu et que la journée a été fructueuse pour chacun d'entre vous. Je suis convaincue que votre participation active à ce colloque aura une valeur ajoutée à votre travail au quotidien, que ça aura une incidence positive sur vos pratiques et aussi que ça va permettre de contribuer à mieux faire connaître cette problématique-là. Au fond, c'est notamment grâce à votre engagement que l'intervention et la recherche dans ce domaine vont connaître des avancées significatives. Un colloque comme aujourd'hui, ça nous permet de rester à l'affût des avancées auxquelles vous contribuez toutes et tous. Les liens que vous bâtissez chaque jour avec les différents partenaires et la sensibilisation que vous faites auprès de tous les acteurs sont d'excellents moyens de démontrer notre responsabilité collective envers les personnes en situation de handicap. Je tiens également à remercier, comme je l'ai mentionné au départ, là, les conférencières qui ont partagé avec nous aujourd'hui leur expertise, leur stratégie, leurs projets, voir les résultats des travaux et de leurs recherches, les résultats qu'elles ont au quotidien. Je constate qu'on a été choyés d'avoir avec nous des conférencières qui proviennent de milieux différents. Elles ont permis un transfert de connaissances sur plusieurs sujets importants.
Je considère aussi que c'est très stimulant de constater tous les projets qui sont en place, à venir également, et les projets qui vont permettre d'adapter les services et les ressources à tous les types de clientèle. Je dirais qu'il nous revient à nous tous maintenant de conjuguer nos efforts respectifs afin de mieux répondre et surtout de façon précoce aux besoins des personnes en situation de handicap et des personnes avec une déficience. Pour moi, ça fait aucun doute qu'une journée comme aujourd'hui, qui a été propice aux échanges, est nécessaire pour trouver des pistes de solutions qui conviennent à tous. Je dirais que comme directrice de l'équipe qui est responsable des dossiers en violence sexuelle et conjugale, je repars du colloque avec des nouvelles connaissances, mais aussi avec une volonté renforcée encore plus de faire des avancées dans les différents dossiers en collaboration avec les directions concernées du ministère. En terminant, je remercie chaleureusement l'équipe des programmes en déficience, troubles du spectre de l'autisme et en réadaptation physique du ministère. C'est cette équipe-là qui a été mandatée pour organiser l'événement. Je remercie également mon équipe de la Direction des services sociaux généraux et des activités communautaires pour leur collaboration. Merci au Centre d'expertise en santé de Sherbrooke pour le soutien technique et logistique. Et finalement, un merci tout spécial à M. Stéphane Dubuc pour l'animation de la journée. En fait, je pense que chacun d'entre nous repart sans doute avec un beau bagage de connaissances, d'expériences, de rencontres. J'entendais qu'il y avait du réseautage qui se faisait sur le chat du team, mais je pense que c'est ça qui est riche. Enfin, merci de vous être connectés aujourd'hui et d'avoir fait de ce premier colloque un succès. Merci, Mme Chaussé, de ce mot de clôture vraiment fort intéressant et fort pertinent. Alors, voilà, c'est comme ça que ça se termine. Juste vous préciser que vous recevrez par courriel dans les prochains jours un formulaire d'évaluation de la journée d'aujourd'hui. Donc, ce sera le cas de nous donner votre rétroaction et de peut-être vos suggestions pour une prochaine édition, qui sait. Alors, il me reste juste simplement à vous remercier et de votre participation. Et on se souhaite peut-être une prochaine activité sur ce même thème. Merci à tous. Au revoir.